suis donc Jean-Marie Bourgogne, délégué général de l'association Open Data France, qui est un réseau qui aide les collectivités dans leur démarche d'ouverture de données. Je suis un praticien de l'Open Data, puisque je l'ai mis en œuvre dans une collectivité locale il y a quelques années. J'accompagne les communes, les départements, les régions depuis 10 ans sur ce sujet-là. Marianne, si tu veux te présenter pendant que je... Oui, alors Marianne Chabin, donc moi j'ai une expérience à la fois d'un cabinet de conseil. Je suis consultant pour les entreprises pour accompagner la politique enfin, la gouvernance des données. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, pourquoi, qu'est-ce qui est à risque, combien de temps il faut le garder, comment on le protège. Et puis par ailleurs, j'enseigne à l'Université Paris 8, justement dans un master qui s'appelle Gestion stratégique des données. Oui, merci beaucoup. Marianne, je vais partager mon écran pour vous présenter des supports qu'on a préparés pour cette session. J'espère que tout se passe bien, que vous le voyez comme il faut ici. Parfait. Il n'est pas masqué sur la droite, très bien. Pour commencer cette session, parce que le gros des équipes sont arrivées, première question qu'on peut se poser quand on parle de data, est-ce que c'est de l'anglais, est-ce que d'où ça vient exactement? Si on part d'aujourd'hui, c'est l'Internet, hein, depuis quelques 50 ans presque maintenant. Mais quand on remonte dans l'histoire, on voit qu'au fond, l'homme a eu envie d'échanger avec ses pairs, ou en tout cas ses sentiments. Il y a de ça très longtemps, hein, l'époque préhistorique, hein, les traces que l'on a remontent à très loin. Là, je vais présenter une affiche de Lascaux qui date il y a 18 000 ans avant Jésus-Christ. Déjà, à cette époque-là, on avait envie d'exprimer des choses. Et puis, bien sûr, ça a évolué et l'écriture a commencé à se mettre en place il y a à peu près 3500 avant Jésus-Christ. On a encore des traces de registres écrits sur des tablettes en argile. Et pour la petite histoire, ces registres sont pas tellement de la poésie, mais plutôt des relevés de comptes, hein. Le nombre de poulets, de bœufs qui ont été prélevés en impôts auprès de la population. Donc c'est plus d'ailleurs des tableaux que l'on a que vraiment des poèmes, mais en tout cas, ça existe depuis assez longtemps. Et puis, la grande révolution technologique qui a eu lieu à la fin du XVe siècle, ça a été l'imprimerie, avec la production de livres, et puis l'informatique, qui était plutôt une informatique d'entreprise, hein, qui n'était pas vraiment orientée vers les masses dans les années 1950 à la sortie de la guerre. Et puis, depuis 1970, l'essor de l'Internet. Alors, ce qu'on peut dire sur ces 5 grandes étapes, c'est que vous voyez que l'histoire de l'information, c'est aussi l'histoire des technologies. On a pu maîtriser ces technologies-là. Et puis, c'est aussi l'histoire des sociétés, puisqu'au fond, dans une grotte, on parlait à une tribu qui faisait 10 personnes. Et puis, dans les tablettes, on s'adressait plutôt à une ville, hein, plutôt à un groupe de 1000 à 10 000 habitants. Et puis, dans l'imprimerie, on s'est plutôt intéressé à des communautés érudites qui savaient lire des livres. De façon internationale, on va dire l'Europe à l'époque, pour faire simple, plutôt de l'ordre de plusieurs millions d'habitants. Et puis, l'informatique aujourd'hui, et l'Internet aujourd'hui, s'adresse à 4 milliards d'habitants. Donc, c'est à la fois une évolution technologique et aussi une évolution du réseau social qui les relie. Voilà le premier point. Peut-être que Marianne, tu veux peut-être faire un petit commentaire sur cette... Merci Jean-Marie. Je suis complètement en phase, juste pour souligner le lien qu'il y a entre l'activité humaine, la technologie et l'information. Les trois sont liés et on a une progression une histoire parallèle de l'histoire des techniques et de l'histoire de l'écrit ou de la donnée en général. Tout à fait, ouais. Alors, on va se poser la question de d'où vient le mot data. Alors, on n'est pas tous d'accord. Donc, bon, on a trouvé des premières traces de mots latins d'arrêt, qui voulait dire donner, qui remontent au IIIe siècle, donc avant Jésus-Christ, hein, donc il y a maintenant plus de 2000 ans, où à l'époque, c'était au fond une façon de dire étant donné quelque chose, c'est-à-dire un statut, hein. De ce mot-là vient ce qui a été produit ou quelque chose qui fait référence devant une communauté. Alors, de cette définition-là, on peut trouver déjà le caractère qu'on donne à donner aujourd'hui, de gratuité, d'immédiateté, d'objectivité, de factualité. Mais les termes d'hier ne sont pas exactement pareils, n'ont pas le même sens que les termes d'aujourd'hui, puisque le contexte a beaucoup évolué. Et Marianne, toi, tu pensais que ce mot data venait peut-être aussi d'un terme anglais qui avait aussi pas mal glissé sur la sémantique depuis le champ de l'information.
Oui, alors c'est sûr que c'est un terme anglais qui est un terme pluriel, hein. On dit la data, en français on dit la data, mais en anglais c'est un terme pluriel. Et ça vient surtout du latin qui est datum au singulier et data au pluriel, qui est on appelle un neutre. Dans la grammaire française, il n'y a pas de neutre, mais il y en a dans d'autres langues. Et c'est juste le terme, les Anglais reprennent souvent le latin de manière assez simple, sans le retravailler, si je puis dire. Donc, data en latin ou data en anglais, c'est un peu la même chose, c'est ce qui est donné. Et juste pour compléter, puisque tu as mis un document médiéval en illustration, les rois de France, quand ils écrivaient un texte, ils ne mettaient pas, comme on fait aujourd'hui chez le notaire, fait à Paris le tel jour, ils mettaient donné à Paris. Donc, ouais, ça, Voilà, c'est ouais. cette notion-là qu'on peut D'accord, d'accord. retenir, c'est-à-dire l'aspect factuel. Tu as très bien souligné, je suis complètement d'accord, c'est l'aspect factuel qu'il faut souligner dans le mot donné. Et alors, ce qu'on constate fondamentalement, c'est que il peut y avoir des confusions, mais cette confusion-là, elle n'est pas dans la tête des gens, elle est aussi par le glissement sémantique de ces termes-là, entre information, données, base de connaissances, et même si on voulait dire dans certains cas document, on y fera référence plus tard dans le cadre de la loi République numérique, où l'on parle de l'ouverture des données, hein, notamment. On parle quasiment jamais dans ce document-là de données, on parle d'information publique. Donc on voit que c'est un terme qui n'est pas tout à fait clair, hein. Il peut y avoir des interprétations différentes du champ donné, et donc on en donnera quelques-unes, hein, bien entendu, un peu plus tard. Tu proposais, Marianne, de s'appuyer sur notamment la définition de l'OAIS sur la notion d'information et de données. Peut-être que tu peux à nouveau faire un commentaire sur cette Oui, présentation. alors quand on en a parlé, moi je propose toujours de m'appuyer sur ces données, sur les données, voilà, encore un mot, sur les définitions de cette norme, qui est une norme de conservation, de pérennité des données, qui a été créée il y a une vingtaine d'années par un groupe d'astronautes, hein. C'est les astrophysiciens qui avaient un problème pour conserver les données des missions spatiales qui se corrodaient un petit peu avec le temps. Et donc, il y a eu une norme pour pérenniser les données. Et ils ont fait une réflexion, mais remarquable, pendant plusieurs années, un ensemble international, puisque c'est sorti à l'ISO après, qui a défini un petit peu les choses. Et pour moi, c'est ce que je trouve de plus simple et presque de plus clair, hein, même si, encore une fois, tu l'as dit, Jean-Marie, il y a plusieurs définitions possibles. Donc, ce que j'aime bien dans cette définition-là, que je pense tout le monde voit à l'écran, c'est que l'information, c'est quelque chose, je dirais, subjectif. C'est ce qu'on échange entre humains. Alors, on pourra dire aussi, hein, entre machines, mais c'est quelque chose qui est échangé. En fait, c'est le message. Alors que la donnée, c'est complètement objectif et factuel. C'est ce qu'on met dans les cases. Donc, en fait, on voit 83, ça c'est la donnée. On a une représentation, on sait par ailleurs que c'est une température, donc on se dit, ah oui, 83, c'est une température, donc ça c'est une information. Et puis, l'aspect connaissance, c'est quand il y en a plusieurs. C'est pour ça que dans cette norme, il n'y a pas la définition de connaissance tout seul, parce qu'on est dans cette logique-là de traitement de masse de données. Et c'est la base de connaissance, et ça, c'est le cumul de toutes les informations qu'un individu ou une personne ou un groupe peut accumuler pour travailler. Alors, on s'amusait à essayer de traduire ça sur quelque chose de très pragmatique qu'on croise un peu tous les samedis matins dans sa cuisine. L'exemple d'une recette de cuisine où en fait on pouvait se dire que la base de connaissances ou le contexte dans lequel on trouve des recettes, ben, c'est un document au fond, et que dans ce document on trouve des informations. Par exemple, si je m'intéresse à la recette sur les tartes aux pommes, ben, je vais trouver des ingrédients, mais aussi des pratiques, hein, des méthodes, des façons de faire. Retirer la peau des pommes à l'aide d'un économe, on voit bien que ça, par exemple, ce n'est pas une donnée, hein, c'est vraiment une méthode de fabrication. Mais on trouve à l'intérieur, dans le texte, allume le four à 80 degrés, où on va marquer un peu de sucre. Et là, on est dans des champs qui sont parfois très précis. 80 degrés, c'est précis. C'est des Celsius, on sait de quoi on parle. Thermostasis, ce n'est pas précis. Les fours n'ont pas tous la température à 180 exactement sur ce registre 6. Et quand on marque un peu de beurre et un peu de sucre, alors là, on n'est plus du tout dans le précis. On est dans l'estime, dans la pratique, l'habitude de la fabrication. Et si on voulait dire qu'est-ce que c'était vraiment des données relatives à cette recette, eh bien, on aurait un tableau à côté de nous qui nous dit ben, des pommes, il en faut 3, des pâtes feuilletées, il en faut 1, des sucres en grammes, il en faut 10, et puis du beurre
beurre, en grammes, il en faut 20. Et là, pour le coup, on a vraiment des données. Et donc, on peut voir que c'est quand même des chiffres, hein, principalement les données, ce n'est pas forcément que des chiffres. On verra qu'on a des données géographiques qui sont plutôt des descriptions géométriques, mais qui se traduisent par des chiffres d'une certaine façon. Ce sont des données qui ont vocation à être précises et quantifiées. Quand on dit 180, on parle de degrés, et quand on dit un peu, ben on dit non, ce n'est pas un peu, c'est 10. Voilà. C'est comme ça qu'on peut faire la distinction entre l'information et la donnée. C'est ce caractère beaucoup plus objectif de l'information. Alors, quand on parle de data, on a beaucoup de termes qui reviennent dans ce sujet-là. Je vais un peu les énoncer ici, mais j'y reviendrai dans la seconde partie pour prendre un peu plus de temps de l'évoquer. Mais on parle beaucoup de données personnelles, hein. Ce sont les données qui vous concernent vous directement, que vous avez produites, qui vous décrivent, que vous décrivez d'ailleurs parfois, que vous produisez parfois à votre insu. Hein. Quand vous faites un achat, bon, vous savez qu'il y a une facturette qui peut finir chez le vendeur, mais quand vous faites des visites sur Internet, eh bien, vous savez que les plateformes récupèrent vos données. Ce qui vous intéresse, c'est que cette donnée-là, elle est personnelle, et vous verrez qu'elle est particulièrement protégée, en tout cas en Europe. L'open data, qui est un peu notre spécialité, côté Open Data France, mais ce n'est pas l'objet unique de ces séminaires. L'open data décrit les données qui sont produites par des acteurs publics qui ne relèvent pas de secrets particuliers, donc qui n'ont pas de protection particulière, clairement définie, on dira pourquoi et comment, et qui sont librement accessibles sur Internet. Quand on parle de big data, on parle d'autre chose. En fait, on parle de quelque chose de beaucoup plus large, qui inclut bien sûr l'open data, qui inclut bien sûr les données personnelles, mais qui est au fond une masse extrêmement riche et complexe de données venant de beaucoup de sources différentes. Et ce qui caractérise le big data, c'est bien sûr sa complexité, c'est sa volumétrie, je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure, c'est la rapidité à laquelle elle est produite, c'est la variété des données qui sont mélangées, ça peut être des données administratives, des données de capteurs, des données particulières de personnes. Donc c'est vraiment quelque chose de très complexe à manipuler, et on verra d'ailleurs que ça peut avoir des impacts écologiques si on n'arrive pas à bien gérer cette volumétrie. On parle souvent aussi de smart data, et pour le faire simple, la smart data, ce sont les données qui permettent d'optimiser le pilotage technique d'une ville à partir des capteurs sur la circulation, les feux rouges, les arbres, la température, les émissions d'énergie des bâtiments, qu'on leur rajoute avec des données de gestion de la collectivité et des opérateurs qui opèrent pour la collectivité. Et ces données-là donnent la possibilité de piloter techniquement le fonctionnement des services urbains. On trouve aussi quelques autres mots dans la discipline, notamment de data science ou data engineering, qui est en fait les compétences aujourd'hui liées au traitement de données. Hein. Les data scientists sortent des plus grandes écoles françaises, des écoles d'ingénieurs de tous les niveaux. Ce sont des gens très recherchés aujourd'hui, dont les salaires s'envolent et sont bien supérieurs à celles des banquiers qui les emploient. Et la data vise, c'est un peu masqué sur l'écran, c'est les pratiques relatives à la présentation graphique des données. Plutôt que fournir un tableau, on préfère donner un petit graphique, une courbe, une carte, un camembert. C'est ça la data vise. Alors, ayant fait ce tour de ces quelques mots de vocabulaire, on peut revenir à cette question qui est que, au fond, est-ce qu'une donnée elle a un sens intrinsèque ou cette donnée elle a plutôt de la valeur parce qu'elle relie des gens entre eux, des gens ou des machines? C'est un point que Marianne, tu peux peut-être commenter. Oui, alors ce schéma, en fait, il est pour expliquer aux gens qui sont un peu perdus face à la donnée que ce n'est pas quelque chose de complètement neuf, en fait. La technologie rend les choses assez différentes. On ne voit pas un papier, ce n'est pas un écran, ça ne se manipule pas, ça ne se gère pas de la même façon, mais finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des liens. Donc, l'idée, c'est que les données, elles se promènent, mais elles sont aussi agrégées entre elles pour signifier quelque chose. Donc là, pour donner trois exemples, sur la gauche, vous avez les petites données, si j'ai symbolisé la donnée avec comme une petite bonne femme, les petites données qui sont regroupées là, en formation pour faire comme un bulletin de salaire ou une facture. C'est quelque chose de bien cadré, de bien ce qu'on appelle des données structurées, qui est bien organisé et qu'on avait sur papier avant et qu'on peut reproduire aussi aujourd'hui. On peut l'éditer, un bulletin de salaire, on les a dans les bases de données, on peut aussi les imprimer sous forme de tableaux bien carrés.
Alors, on a en bas, Jean-Marie évoquait tout à l'heure le fait que quand on promène sur Internet, on est souvent tracé. Et bon, là, il y a un flux de données qui est capté en permanence quand on est sur le net. Et c'est aussi comme si on devait émarger dans un registre toutes les actions que l'on fait. C'est un petit peu un flux comme ça de données qui sont groupées par la date et la localisation, tout ce qui est les données de géolocalisation qui sont comme ça en flux. Finalement, ça existait autrefois, mais de manière beaucoup plus, dans un registre, c'était beaucoup plus difficile à tenir, alors qu'aujourd'hui, la technologie permet de faire ça vraiment en masse. Et puis, les autres, là, vous voyez les petits liens entre les petits personnages, ça correspond à la notion de dossier. Alors, j'ai proposé un dossier patient, ça peut être un dossier client, ça peut être un dossier d'étudiant, ça peut être tout ce qu'on veut. C'est le fait de regrouper des données qui sont dans plusieurs bases ou dans plusieurs endroits, de les regrouper entre elles parce qu'elles ont un sens à être entre elles pour arriver à une connaissance justement de ce qu'on disait tout à l'heure. Donc voilà, on a des données, on ne les voit pas, elles sont perdues dans des plateformes, dans des serveurs, dans des bases de données, dans des documents numériques aussi, il y en a partout, mais on peut dire que finalement il y a une logique, il y a une continuité avec la façon de comprendre l'information dans le monde d'avant, si je puis dire, puisque ça ne sort pas de nulle part. On a toujours des factures, elles ont changé de forme, on a toujours des registres, ils ont changé de forme, et on a toujours des dossiers pour soigner les patients, sauf qu'ils ont changé de forme là aussi. Voilà, donc pour moi, c'était pour montrer la permanence des choses. Alors moi, je comprends effectivement que la finalité est importante, hein, et on communique quoi, qui communique quoi vis-à-vis de qui. Alors, c'est l'occasion de s'intéresser. Alors, d'abord, peut-être rappeler, puisqu'on est un peu dans le sujet de l'open data, tu me faisais remarquer que l'open data existe depuis bien longtemps. D'abord, c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, l'article 15, hein, qui faisait qu'au fond, la culture de la transparence administrative était écrite. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est donc pas quelque chose qui vient de l'Amérique, hein, l'open data, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans notre culture et notre tradition. Et tu faisais remarquer qu'au fond, les annuaires administratifs publiés par les préfectures, c'était déjà de l'open data, même si malheureusement, c'était pas encore, ou heureusement, on ne sait pas bien, mais c'était pas numérisé, c'était pas accessible par Internet, mais c'était accessible par tout le monde qui voulait y accéder, en tout cas. Exactement, donc c'est pour montrer encore une fois cette notion de continuité qui est chère à ma formation et voilà, pour avoir un peu des racines dans ce monde très, très bouleversé de la donnée, il y a quand même quelques racines quelque part, savoir la finalité, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est que ces données. Évidemment, la technologie multiplie par X, par N les possibilités. Alors, les statistiques de décès existaient en 1810, elles existaient bien entendu avant, mais aujourd'hui, on trouve en open data les statistiques de décès par commune, par département, par pays. Et donc, on a trouvé la traduction technique de ça, mais ce n'est pas une information qui est nouvelle, en fait. Alors, quand même, quand on s'intéresse au partage des données, alors on verra que les données peuvent être partagées, puisqu'on est dans ce champ-là quand même d'acteurs publics, soit entre acteurs publics, soit entre acteurs publics et entreprises, ou avec le grand public. Il peut y avoir plusieurs cercles de personnel touchés, mais les grands principes de ce partage de données touchent d'une part à la transparence et à la souveraineté. On pense qu'avec de la donnée de fiable, de qualité, on peut faire face aux fake news, on peut mieux présenter l'exécution des politiques publiques à travers des tableaux de bord qui restituent la réalité des politiques publiques. Et on voit aussi que de plus en plus aujourd'hui, les grands acteurs économiques comme les GAFA, Waze, pour ne pas les citer, s'emparent des données publiques, hein, sur le contrôle, par exemple, de la circulation, et que c'est un enjeu de souveraineté. Si demain, on est obligé de demander à Waze une information pour pouvoir piloter sa politique publique, on est en grosse difficulté. Et donc, il y a un premier sujet qui est la transparence et la souveraineté. Le grand enjeu du partage des données, c'est l'amélioration des services publics, hein, que ce soit des services perçu par l'usager, parce qu'au fond, il a un accès plus simple à l'information, au plan local d'urbanisme, à la connexion à différents sites, avec des systèmes d'authentification automatique. Ça permet de bien évaluer à travers des enquêtes, à travers des tableaux de bord, quelle est la qualité du service public. Donc, c'est un système de contrôle, au fond. Et puis, ça permet vraiment de décloisonner les données au sein des collectivités et entre collectivités, qui était une vraie difficulté que l'on avait dans les services administratifs, c'était de trouver les données du service qui était au bout du couloir, hein, et pas à l'autre bout de la terre. Au bout du couloir, on avait déjà des difficultés, et le partage des données permet de résoudre ces problèmes-là.
Et le troisième grand enjeu, c'était un enjeu d'innovation. On sait qu'en décloisonnant les données, on abaisse les barrières à l'innovation et donc de nouveaux acteurs, collectivités comprises, peuvent travailler et améliorer, créer des services nouveaux. Ça permet aussi d'associer les acteurs de la société civile, qui ne sont pas des acteurs publics, à développer des services. L'application Covid Tracker, qui a beaucoup été mis en avant il y a quelques mois, c'est une entreprise privée qui l'a fait, mais elle l'a fait parce que la donnée était en open data. Elle n'aurait jamais pu le faire si la donnée n'était pas en open data. Il faut quand même aussi le dire. Elle n'a pas inventé la donnée, elle ne l'a pas créée non plus. Mais on peut avoir aussi des communautés militantes comme OpenStreetMap sur des données de territoire, des données géographiques. Et ce qui est important, c'est qu'au fond, toutes ces données nouvelles, produites par des collectivités, par nos impôts et par un certain nombre d'acteurs, puissent être accessibles par tout le monde. On sait que les données de l'hygiène aujourd'hui sont toutes en open data, donc on pourra accéder massivement à toutes les données que l'hygiène produisait et qui étaient avant assez chères et assez complexes. Et on voit que sur ces sujets-là, beaucoup d'acteurs s'y intéressent et collaborent avec les collectivités territoriales ou nationales. Là, j'ai l'exemple d'un hackathon, donc un concours d'idées sur le sujet de l'énergie grâce à la data, fait avec les grands opérateurs d'énergie et puis l'État. Donc, on voit que ça a vraiment ces grands enjeux-là d'innovation. Alors on va pas décrire tous les supports qui suivent parce que ça pourrait nous prendre 1 heure ou 2. Je vais surtout faire des rappels ou des points essentiels et on verra que ce sont des choses qui sont revues dans d'autres séminaires. La première concerne les données personnelles. Quand on parle de données personnelles, de quoi il s'agit? Eh bien, vous voyez qu'il s'agit bien sûr de votre état civil, mais aussi de l'IP de votre ordinateur, des cookies que vous installez volontairement ou involontairement dessus, que ce sont aussi toutes les traces de votre circulation, de votre géolocalisation, de vos transports, que ce sont bien sûr les transactions commerciales, donc votre employeur, mais aussi parfois les achats quand vous en faites. Ça touche beaucoup de choses, y compris la radio et tout ce qui est médical. Alors, on peut avoir l'impression que la partie médicale est encore plus sensible que le reste. On peut le comprendre aussi, mais en fait, toutes ces données-là sont des données qui sont strictement protégées au titre des lois en France, et notamment encadrées par la Commission nationale informatique et liberté qui protège ça, et par la RGPD, qui est le Règlement général de la protection des données, qui est une réglementation européenne qui a été mise en place par l'Europe pour se prémunir d'opérateurs comme Google et autres Facebook qui venaient prendre ces données-là à votre insu et qui après les commercialisaient. Donc aujourd'hui, c'est très très bien encadré et c'est l'objet d'un séminaire à venir que je vous inviterai à suivre si vous êtes intéressé en particulier par ce point-là. L'open data, qui est un sujet sur lequel on reviendra notamment demain après-midi à 16h30. Je rappelle comme sa définition, c'est l'ouverture et le partage des données sur Internet sans contrôle d'accès. Ça veut dire qu'au fond, elles sont gratuites, il n'y a pas de login, il n'y a pas nécessité d'avoir des outils techniques particuliers, tout le monde peut récupérer ces données-là et les ouvrir avec un logiciel libre, donc c'est quelque chose qui est quand même très important. C'est la suite assez naturelle de la loi CADA qui permettait d'accéder aux documents, sauf que là, c'est par principe qu'une collectivité doit les publier toutes. J'attire votre attention sur le fait que c'est une obligation pour les communes de plus de 3500 habitants depuis 2016, mais au plus tard 2018, donc depuis 3 ans au moins, vous devriez avoir mis un projet Open Data. Alors, il n'y a pas de pénalité, ce n'est pas très grave, mais c'est quand même une obligation réglementaire qui est inscrite dans le Code des relations entre le public et les administrations. Et donc, ça touche, comme on le disait tout à l'heure, les sujets de transparence, les sujets d'innovation et les sujets de performance de l'action publique. Quand on parle de smart data, j'en ai touché un mot tout à l'heure, donc c'est vraiment cette idée que la data permet de mieux piloter la ville. Vous voyez que cette donnée-là, elle peut venir des bases de données de gestion, comment je gère la chaleur, l'eau, l'électricité, les feux rouges dans une ville, donc c'est quelque chose d'assez stable, mais ça aussi se nourrit de beaucoup de données temps réel qui sont captées par des capteurs sur le territoire, et ça peut aussi alimenter des services de proximité, des choses qui intéressent le citoyen. Alors, j'ai eu quand même beaucoup de mal, pour être franc avec vous, à trouver une image en français qui parle de la smart data, parce que c'est aussi quand même un concept anglo-saxon, assez commercial, imaginé par IBM, où donc la question de ce consentement et de la coproduction des données par le citoyen, c'est plutôt une déclaration de principe. Aujourd'hui, c'est quand même
vraiment un système de gestion assez fermé, assez technique, pour lequel les citoyens n'est pas toujours convoqué. Et c'est un peu la limite de la vertu de la smart data. C'est plutôt de la technodata ou de la smart city, je ne sais pas comment on pourrait dire. Voilà. Et si on devait pousser la réflexion sur justement cette notion de données qui nous échappent ou pas, on a parlé tout à l'heure de big data. Bon, je le faisais remarquer, c'est vraiment attaché à la capacité technique de pouvoir traiter des données. Les flux ont été multipliés par des milliers en quelques années. Le stockage des données est littéralement ahurissant. On est aujourd'hui à 180 000 milliards de gigaoctets. Ça ne vous dit rien, ça ne me dit pas grand-chose non plus, mais sachez qu'en 2 ans, on a produit autant d'informations, de données que depuis tout le début de la civilisation humaine. C'est-à-dire qu'on a augmenté et que dans quelques mois, enfin en quelques années, on double ce volume-là. L'année prochaine, on ne sera pas à 180 milliards, 1000 milliards, mais on sera à 300 ou 400 000 milliards de gigaoctets. Donc, c'est vraiment une production exponentielle et qui, d'ailleurs, s'appuie aussi sur la puissance de calcul des machines qui, à son tour, devient vraiment très importante. Alors, un point très important, c'est qu'au fond, ce n'est pas sans impact sur notre environnement. L'Internet, c'est… si Internet était un pays, vous connaissez l'image, hein, si Internet était un pays, ce serait le 3e pays en termes de consommation électrique, juste derrière la Chine et les États-Unis. Il sera probablement devant les États-Unis l'année prochaine et probablement devant la Chine dans 2 ans. Donc, c'est quand même un des plus gros consommateurs d'énergie électrique au monde et responsable de près de 10% des émissions à effet de gaz de serre pour réchauffer, pour alimenter les serveurs et pour les refroidir. Et que, par ailleurs, ça consomme énormément de matières premières pour fabriquer des serveurs, des machines, des ventilateurs, des disques durs. Et alors, le stockage de données ne se réduit pas, bien sûr, à l'Internet. C'est quand même qu'une partie. Le gros de l'Internet, vous savez, c'est surtout la vidéo, les Netflix et autres matchs de football. Mais quand même, le stockage de données, c'est 5% de cette, je dirais, ébriété, puisque c'est l'opposé de la sobriété. C'est donc important. Et de ce point de vue-là, il y a des réflexions très importantes qui sont en cours aujourd'hui au sein des acteurs publics et des collectivités et que l'on mène avec l'État et avec des partenaires comme l'Institut du numérique responsable pour réfléchir à quelles sont les bonnes pratiques pour publier des données qui ne soient pas à leur tour négatives pour l'environnement. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très important à prendre en compte aujourd'hui dans la conception de nos services. Et puis, ce qui est important de dire pour terminer, c'est que le big data, bien sûr, c'est attaché à l'hyperconnexion, à toutes ces capacités techniques, mais c'est souvent aussi attaché à notre consentement, plus ou moins averti. Alors bon, pour le Linky, on l'a plus ou moins accepté. Maintenant, il y a beaucoup d'images qui sont prises de nous dans la rue, on n'y prend plus garde, on accepte de télécharger des cookies, on accepte n'importe quoi d'ailleurs pour pouvoir accéder à un service. Et au fond, on nourrit aussi cette machine-là. Donc, il faut y faire assez attention. Alors, vous connaissez les GAFAM, il existe son équivalent chinois avec Baitu, Zanomi, Tencent et Alibaba. Bon, c'est quand même des gros collecteurs de données et pas toujours respectueux de la protection privée. Alors, bon, je ne vais pas rester dessus parce que je crois qu'on a passé le temps, mais quand on parle de données, il y a des natures très différentes. Bien sûr, des données très brutes qui ont des informations très fines. Ces données-là, on peut être amené à les enrichir, on peut être amené parfois à les agréger pour en faire des statistiques. On peut parfois les anonymiser, c'est un terme qu'on trouve souvent. On dit aussi pseudonymisation, qui ne veut pas dire exactement pareil, mais qui revient à dire qu'au fond, on supprime une information à caractère personnel qui permet de retrouver une personne. Donc ça, ce sont des grands sujets. Les données peuvent être froides ou chaudes, elles peuvent changer peu, souvent ou très souvent. Ça a quoi comme impact? Ça veut dire que la façon dont on y accède, la façon dont on les stocke n'est pas la même. Quand elles sont froides, on peut les stocker une fois quelque part et les gens vont les chercher quand ils en ont besoin. Quand elles sont chaudes, les quantités de données, puisque ça change souvent, ce sont des milliards de données qu'il faut mettre à jour tout le temps. Et quand on va y accéder, il faut aller chercher que la période temporelle qui nous intéresse. Donc, ça modifie techniquement les contrôles d'accès. La notion de fraîcheur, vous voyez, c'est est-ce que la donnée est actualisée? Aujourd'hui, on trouve des données qui ne sont pas fraîches, qui n'ont été pas mises à jour depuis plusieurs jours ou plusieurs mois, enfin, ça dépend de sa nature. Eh bien, une donnée qui n'est pas fraîche, c'est une mauvaise donnée, donc on essaie de faire la chasse
aux données pas fraîches, comme dirait nos amis bretons. Et puis, on a parlé de la donnée géographique, qui est une donnée un peu particulière, puisqu'au fond, elle décrit pas que des chiffres, mais vraiment des espaces, des lignes, des voies ou des points. Et ce sont des données assez structurées. Et c'est un monde qui est beaucoup plus mûr d'ailleurs que l'open data, d'un certain point de vue, puisque depuis plus de 50 ans, enfin depuis Napoléon, hein, les données géographiques sont extrêmement bien gérées. Et là, on a vraiment des ressources d'expertise à utiliser. Un point que je voulais signaler qui est important, parce que ce sont des choses qu'on entend souvent dans la bouche des uns et des autres, c'est les données de référence, les données souveraines, les données d'intérêt général. Les données de référence, c'est les données qui permettent de donner un appui technique à plusieurs bases, donc qui permet d'identifier des choses de façon assez unique. Par exemple, la base de Sirène, hein, c'est une donnée de référence parce qu'on sait qu'avec un numéro Sirène, on trouve et on décrit un opérateur économique et juridique de façon unique. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très utile. On peut trouver la base adresse, on peut trouver plusieurs bases de ce type-là. Une donnée souveraine est une donnée, bien sûr, qui est un service public de la donnée, mais qui en plus permet d'asseoir la décision publique. Et si cette donnée-là, on n'en est plus maître, parce qu'on l'a laissé passer dans les mains de Google, de Waze, de Facebook, on ne maîtrise plus du tout nos politiques publiques et on peut être influencé, voire empêché de l'exercer. Donc c'est une donnée qui doit revenir complètement sous le contrôle technique et au niveau conceptuel de sa production et de son contenu par la force publique. Et ça, c'est très important qu'on arrive à bien les maîtriser. Quand on parle de smart data, on s'aperçoit assez rapidement que la donnée est plus tout à fait souveraine et que ce sont les opérateurs de transport, de télécom, d'énergie qui pilotent la donnée et que du coup, c'est plus une donnée, enfin, la ville n'est plus sous le contrôle vraiment de l'acteur public. C'est une vraie préoccupation. Et pour essayer de régler cette question justement de ces données d'intérêt général qui sont portées par des acteurs publics, privés plutôt, ben on les appelle les données d'intérêt général, puisqu'au fond, on essaie de mettre en place des conventions, des accords, pour que ces données produites par des acteurs privés puissent être utilisées par des acteurs publics en garantissant leur permanence, leur fiabilité, leur gratuité, ou en tout cas des conditions économiques acceptables. La technique du dealer existe encore. Il y a certaines fois où la donnée nous est donnée gratuitement, et puis quand on l'a utilisée et qu'on a basé nos systèmes dessus, il faut la payer, et puis les prix ne sont pas du tout acceptables, et on est dans des difficultés à ce moment-là. Donc, il existe aujourd'hui ce cadre-là de la donnée d'intérêt général qui, pour être honnête avec vous, n'est pas encore très mature. Il existe encore beaucoup de choses de niveau juridique à mettre au point. Au fond, la forme habituelle des données, ce sont des fichiers en général assez simples, vous voyez, qui décrivent des choses, mais qu'on peut avoir aussi des API. Quand on dit API, c'est une façon de dire un accès à la donnée à travers Internet en temps réel, et c'est plutôt réservé aux machines. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez utiliser vous en direct, ça permet aux machines de parler entre elles. Que les standards, ce sont aussi des choses importantes qu'on entend souvent, qui est une façon de décrire techniquement la façon dont une donnée est codée. Tout à l'heure, on donnait l'exemple du sucre, c'était des grammes. On aurait pu décider que c'était des kilos. Dans ce cas-là, c'est 0,02 kilos. C'est ça les standards. Et puis les licences, et je vais terminer là. Les licences qu'on entend souvent aussi évoquer quand on parle du partage des données, ce sont en fait les règles qui fixent les devoirs et les droits entre les producteurs et les utilisateurs, ce qu'on peut trouver aussi sous le nom de conditions générales d'utilisation, qui ne veut pas dire exactement pareil. Il existe des licences aujourd'hui qui sont homologuées, il existe d'autres pas homologuées mais très utilisées. En tout cas, sachez que c'est le cadre juridique dans lequel les données sont partagées. Voilà. Comme toute innovation, comme tout changement technologique et social, cette technologie apporte des choses positives et cette technologie entraîne avec elle ses propres dangers. Et que d'abord, il faut accepter de le reconnaître et ces dangers, on a plusieurs façons de les traiter. Soit on les refuse, on les ignore, on ne veut pas les voir, c'est-à-dire on fait l'autruche. Et là, on va vraiment au-devant de grosses difficultés parce qu'au fond, c'est un monde qu'on ne peut pas choisir. On sait qu'on va devoir y passer.
Donc, on ne peut pas vivre dans notre bulle. Et donc, la meilleure façon de les traiter, c'est de les anticiper, c'est de comprendre les écueils vers lesquels on va et essayer de les préparer, de les anticiper et de les organiser au fond. Donc, je pense que la peur est légitime, elle doit plutôt nous amener à l'action plutôt qu'à l'inaction. Premier point. Et puis, la seconde façon de répondre à ça, c'est qu'on peut y répondre collectivement. Hein, et le travail qu'on fait côté Open Data France, mais aux côtés de l'État, aux côtés de l'Agence nationale de cohésion des territoires qui porte la partie ingénierie autour des sujets numériques des collectivités, eh c'est de former les acteurs, c'est de les sensibiliser à ces enjeux en positif ou en négatif, c'est à trouver des bonnes pratiques pour s'en protéger, pour aussi optimiser les bénéfices qu'on peut en faire. Et donc, la question de l'accompagnement, de la médiation est très importante. C'est vrai pour les agents publics, parce que moi, je rencontre tous les jours des agents publics à qui je parle de ces choses-là, et qui ont beaucoup de questions, parfois des craintes par rapport à ça, qui sont légitimes. Mais eux-mêmes, quand ils vont voir des citoyens, quand ils vont voir leurs élus, quand ils vont voir d'autres personnes, ils vont devoir faire ce travail de médiation, d'explication. Donc, il faut à la fois former les agents publics à ces sujets-là, mais aussi donner aux agents publics les moyens de convaincre les citoyens, de convaincre leurs pairs que ce sujet-là est important et qu'il faut s'y préparer. Donc, c'est un très gros travail de médiation qu'il faut faire. Alors, des données souveraines, c'est par exemple les données souveraines, c'est les résultats des statistiques de l'INSEE, par exemple, pour connaître la construction de la société. Ça va nous donner des éléments sur lesquels on va prendre des décisions pour savoir où intervenir. Si on prend notamment la façon dont l'État distribue les aides aux collectivités, elle le fait en fonction de la population, du niveau économique et social de la population, et elle augmente ses contributions pour aider les territoires les plus fragiles, par exemple. Bon. Eh bien, ça, c'est une donnée souveraine qui permet de faire un choix qui est éclairé. Les données autour de la circulation sont des données qui devraient être souveraines. Si on veut pouvoir contrôler la façon dont on fluidifie les rues, les routes, on devrait pouvoir, et donc on met en place des systèmes de contrôle avec des radars, on met en place des systèmes de régulation avec des feux rouges ou des ralentisseurs. Eh bien, c'est une donnée que la collectivité devrait avoir comme donnée souveraine, qui aujourd'hui commence à lui échapper. Pendant longtemps, elle produisait ces données-là, notamment elle faisait des comptages sur la route pour savoir à quelle vitesse passaient les gens et où ils passaient en fonction des heures de la journée. Et aujourd'hui, elle est en train de baisser un peu les bras et s'appuie sur des données presque qu'elle va chercher chez Google. Bien sûr que tous les fonds de cartes sont des données souveraines. Heureusement que la cartographie est là, que l'IGN est le bras armé de l'État sur des données géographiques. Et aujourd'hui, quand on veut connaître les bassins versants, les cours d'eau, même les risques bien sûr naturels, on s'appuie sur les données de la Chaume, de l'IGN, de la météo. Et ça, ce sont des données souveraines. Alors, c'est un travail qui est en cours. On a essayé à plusieurs reprises de faire cet inventaire, cartographie de toutes les données produites par les collectivités. C'est assez embryonnaire, ce n'est pas un travail qui est fini. Je pense qu'il est quasiment terminé à 80%. Il reste encore un peu de travail pour le rendre public. L'idée est au fond de dire, pour des catégories, alors aujourd'hui, il y a à peu près 150 catégories de données qui ont été identifiées. Ces données-là, elles sont produites par qui potentiellement, par quel niveau hiérarchique de collectivité, et est-ce qu'elles sont soumises à des standards, est-ce qu'elles ont vertu à être en open data, est-ce qu'elles sont plutôt considérées comme des données à caractère, possédant des données à caractère personnel qu'il faut protéger. Et donc, on les classifie en fonction de leur sensibilité à l'ouverture ou de leur sensibilité technique. Alors, je peux donner un exemple. Par exemple, les délibérations, ce sont des données qui sont produites par des communes, des intercommunalités, des départements, des régions. Donc, on cache toutes les cases des strates administratives et elles ont parfois des données à caractère personnel dans les annexes. Donc, on fait attention à ce que, justement, cette partie-là ne soit pas publique. Pour le reste, elles doivent être publiques parce que c'est vraiment de la décision publique que l'on trouve d'ailleurs, en général, affichée, comme on disait tout à l'heure, en bas des mairies sur des petits panneaux. Il y a des données sur le ramassage des ordures, par exemple, qui est une compétence plutôt des intercos. On ne les trouvera que dans ce champ-là. Et il commence à y avoir des standards qui existent.
Et on peut trouver beaucoup de données sur la santé, sur les régimes sociaux, sur l'aménagement du territoire. Donc, ce travail est en cours. Alors, il n'est pas terminé et c'est bien dommage parce qu'en fait, il serait assez utile. Parce qu'au fond, les collectivités pourraient dire, bon, est-ce que je suis bien clair par rapport à ces données-là? Est-ce que je les ai bien identifiées? Et si je les ai identifiées, est-ce que, par exemple, je sais bien dire celles qui sont bien traitées par la RGPD, pour la partie protection, et donc les aider à les identifier de ce point de vue-là, c'est intéressant. Et quand elles ne sont pas protégées par la RGPD, c'est est-ce qu'elles sont éligibles à l'open data? Donc, ce serait quand même des outils utiles pour protéger d'une part et publier d'autre part. Et je voulais juste revenir sur la remarque sur les smart data, parce que bien évidemment, ce qui a été dit est à la fois vrai, mais bien sûr simplificateur, puisque c'est vrai, parce que lorsque les premiers projets étaient faits par IBM, il y a maintenant presque 10 ans, effectivement, c'était des projets qui étaient fermés par définition, puisque les outils l'étaient. Mais c'était les premières prémices de montrer, on a parlé tout à l'heure de big data, puisque c'était vraiment le tout début. Et c'était plutôt le fait avec Cisco, avec GE, avec Schneider, de montrer qu'on pouvait, à partir de la donnée, créer de la valeur, améliorer les services, apporter des nouveaux usages, et de parler que de quelque chose que tu connais bien à Montpellier, on avait créé aussi une plateforme Open Data en temps réel, c'était les premiers temps réels, et prédictifs, donc des données futures, Open n'existait pas. Bon, bien évidemment, aujourd'hui, quand on voit en France Angers ou Dijon, on voit bien que c'est les grands opérateurs des villes, finalement, qui ont pris le contrôle de ces plateformes, que ça soit sur la base de l'éclairage, que ça soit sur la base des parkings, que ça soit sur la base de l'énergie, c'est finalement les métiers. Et je pense qu'il est extrêmement important, comme vous l'avez expliqué et comme vous allez le redire dans les jours qui suivent, que l'open data prenne toute sa place pour restituer finalement ce qu'est le bien public et produit par les acteurs. Et que la technologie ne reste qu'un outil pour révéler la donnée, mais en absolument pas de faire en sorte de la bloquer ou de la monnayer. Et tu évoques Waze. Et effectivement, comme on avait travaillé sur Lyon, on était dans les premières discordes entre une ville qui voulait piloter sa politique publique et Waze qui faisait passer par une route sur laquelle la ville ne voulait absolument pas que les voitures passent. Bien sûr. Donc, c'est un sujet extrêmement important et on sait que les collectivités françaises sont en retard. Et donc, merci pour ces efforts-là et qui doivent être partagés puisque tout ce que font les uns peut être répliqué chez les autres. Merci de m'avoir écouté. Non, mais je te remercie, Philippe. Et moi, je vois beaucoup de vertus, bien sûr, à ces réflexions sur la Smart City. Il y a beaucoup de collectivités qui y travaillent avec beaucoup de sérieux, bien sûr. Je ne voulais pas donner l'impression que c'était un mauvais concept. Je voulais juste soulever la difficulté que l'on pouvait avoir parfois à bien contrôler ce périmètre-là pour que la collectivité en reste maître. Mais c'est des sujets qui méritent de la maturité aussi et c'est des choses assez récentes malgré tout. Mais merci de ton intervention, elle est assez juste. Je voudrais rebondir sur une des questions qui a été posée dans le chat sur l'expression qu'utilise Bruno Latour pour parler des données en disant on ferait mieux de dire finalement que c'est des obtenus plutôt que des données, ce qui est assez vrai finalement, parce que je veux juste rebondir là-dessus pour souligner que la donnée, elle naît quelque part. Et je voulais, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a un travail d'un chercheur, d'un sociologue qui s'appelle Jérôme Denis sur qui s'appelle le travail invisible des données, où il raconte justement comment les données sont obtenues, sont travaillées. J'aime bien le mot, c'est comme une pâte qu'on va travailler. On parlait de cuisine tout à l'heure, et elles sont après ressorties sous forme de open data ou autre chose qu'on donne à l'utilisateur, qui va encore les retravailler et en faire autre chose. Et je trouve que c'est assez intéressant de montrer ce flux entre, il y a bien quelqu'un qui l'a produit au départ et il y a plusieurs vies en fait à la donnée. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, pour rebondir encore aussi sur ce que vous disiez sur la désinformation, c'est la question de la source. Où elle est la donnée première? D'où elle vient? Et la nécessité donc de tracer le parcours finalement de chaque information. C'est intéressant, Marianne, parce que je m'intéressais au nombre de décès. Excusez-moi, c'est pas très rigolo. Au nombre de décès réels sur le Covid, et en regardant sur mon navigateur préféré, qui était Google, je voyais les tableaux de Google. Il y avait une très belle infographie là-dessus. Et je me suis dit, mais les données de Google sur ce sujet-là, elles sont où? Il est trop où ces données? Et en fait, les sources, très justement, ils disent, ces données-là viennent de Wikipédia. Alors là, je me dis, tiens, c'est surprenant qu'un grand opérateur économique, le plus gros, sans doute au monde aujourd'hui quasiment, s'appuie sur un travail qui est fait par une
une communauté bénévole, parce que Wikipédia, c'est bénévole, en fait. Et alors, je suis quand même allé voir sur Wikipédia où Wikipédia a trouvé ces données. Et Wikipédia prend ces données sur l'université Hopkins, bien connue, hein, qui nous a guidés depuis 2 ans sur ce sujet-là. Donc, on voit bien que la donnée, elle a des circuits qui passent par des acteurs de niveaux très différents, privés, associatifs, universitaires. Ce n'est pas toujours très simple à retrouver le fil et les interventions qu'il peut y avoir au milieu par les uns ou par les autres. Google pourrait très bien avoir envie de dire que le vaccin, la maladie vient de Chine. Enfin, on peut imaginer qu'il puisse y avoir après des malfaçons, hein, sur la façon d'interpréter les données, puisqu'ils ne font que traiter les données. Donc, il faudrait s'assurer que les algorithmes que Google utilise sont propres, hein, et qu'il n'a pas ou sous-estimé telle ou telle partie. Donc, c'est une question qui sera abordée dans un autre webinaire qui a lieu dans la semaine prochaine, je crois, sur les algorithmes. On voit que c'est très important, hein, c'est que fournir une donnée, c'est bien sous un format tableau, on a bien vu que c'était un peu complexe, que donc il est important d'interpréter ces données-là pour les donner à comprendre à travers des tableaux de bord, des infographies, ce qu'on appelle data vise. Mais la data vise, c'est une façon aussi d'interpréter la donnée, hein, et donc si elle est volontairement ou par erreur mal interprétée, elle peut donner vraiment une mauvaise compréhension de la donnée qui est présentée. Et donc, il y a aussi une vraie science attachée à ça et des vraies règles de bonne pratique pour l'infographie. Donc, je ne réponds pas à ta question complètement, mais chaque fois que l'information sera interprétée, il faudra se poser la question de comment l'information a été interprétée, par qui, à quelle finalité, et est-ce qu'on peut avoir la trace des règles de traitement qui ont été mises en œuvre. Je me permets d'ajouter un mot qui n'a pas, je crois, été prononcé, mais qui va dans le même sens, qui poursuit, c'est le mot de contextualisation. Puisque moi, ce que je vois aussi quand je passe 1 heure chaque matin à observer les réseaux pour voir toutes les bêtises qu'on peut dire ou les choses un peu tronquées, c'est souvent, on prend une donnée, pour le coup, et on ne la met pas en rapport avec les données avec lesquelles elle a été produite. Donc, on dissocie et on décontextualise, on tronque. Et beaucoup de choses, notamment pour reprendre évidemment cette information qui nous concerne tous sur les données de la crise sanitaire, plus la maladie et la crise sanitaire plus généralement, on a des morceaux de données, si je puis dire, on prend des bouts et on met un autre contexte et donc on désinforme. Une grande ville française me faisait remarquer récemment qu'ils pensaient que grâce à l'open data, ils allaient régler le compte des fake news. En fait, ils n'ont dit pas du tout, parce qu'en fait, les gens ont pris qu'une partie des données qui étaient en open data et les ont interprétées de façon très malhonnête. En fait, il dit s'ils avaient respecté les règles qu'on avait imposées, ben, ils n'auraient pas pu le faire, mais tout le monde n'est pas honnête. Et donc, nous, on a fait la moitié du chemin, mais eux n'ont pas fait l'autre moitié, quoi. Et donc, l'open data ne nous met pas complètement à l'abri de ça, malheureusement. Mais après, le public peut retrouver la donnée et se poser la question si, ce que font les journaux d'ailleurs, hein, tout ce qui est check fact, c'est aussi recontextualiser pour dire, ben non, ce n'est pas tout à fait vrai. L'ensemble du corpus de données nous montre que ce n'est pas ça la réalité.